Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC. On verra également Ether qui a bien break et qui est en train de faire un pullback. C'est assez intéressant ce qu'il est en train de faire. On verra des altcoins qui performent bien. On verra Tao, on verra ING, on parlera de BNB et on fera une analyse Bitcoin dominance Total 3. Donc voilà. Et à la fin, bien sûr, je répondrai aussi à vos commentaires. Je l'avais pas fait la dernière fois. J'en ai pris deux aujourd'hui, comme d'habitude. Voilà, deux commentaires que vous m'avez posés en commentaires de vidéo YouTube, des commentaires pertinents que je vais tout simplement répondre. Alors, sur le BTC, on est au niveau de notre borne haute de notre range. C'est vraiment le gros niveau. Pour moi, si ce niveau-là, si on passe au-dessus des 71 500 $, on n'aura pas de mal à faire un nouvel ATH. C'est la grosse dernière résistance. Et bon, après, il n'y a pas de mal, hein, on est très proche de l'ATH. On est à 3-4%. Quoi. Donc, voilà. Dernier gros niveau à passer. Par contre, c'est un niveau qu'il faut break. Donc déjà, on est sur un niveau où on sait à l'avance, on va absolument pas chercher à longue le marché actuellement. Sur le BTC, je parle. Sur des altcoins, il peut y avoir des opportunités. Sur le BTC, c'est compliqué de se positionner ici en tant qu'acheteur, vu qu'on est sur un niveau de résistance. D'accord? Alors, acheter un niveau de résistance, lorsqu'il est aussi affaibli, et pour moi, plus on touche un niveau, plus il a de chances de casser. D'accord? Ici, on a accumulé pas mal de liquidités. On est sur un niveau où, quand on revient chercher autant de fois un niveau, il a des chances de casser. Alors, c'est pas pour ça que on casse et ensuite c'est to the moon. On peut casser et réintégrer. Comme là, voilà. C'est un niveau ici. Il y avait eu pas mal de fois de touches, on l'a bien travaillé, il a break, on l'a réintégré. Donc on pourrait clairement faire la même chose. En tout cas, c'est un niveau, si on commence à se faire rejeter par contre une seconde fois ici, d'accord, donc là on marque une structure de top avec un rejet. La différence c'est que de mémoire, ici on avait un rejet un peu plus brutal, on y a passé une journée sur résistance et on a rejeté. Pour le moment on voit que voilà, on consolide. On a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, qui font office de support pour le moment. Bon, on n'a absolument pas de signal de retournement. Pour le moment, la dynamique est haussière. Le 15 minutes a bien cross le 1 heure, il fait office de support. Maintenant, voilà, on voit que on est clairement dans une compression entre ce niveau aux alentours des 71 500 $ et le tunnel 15 minutes, d'accord, qui nous permet de mesurer la dynamique, la tendance court terme. Donc on est dans cette phase de compression. On peut chercher des longues lorsqu'on fait un pullback dans le tunnel 15 minutes, donc là on va être plutôt sur des setups sur de l'intraday, d'accord. Ici, on va changer de chart, tac. Alors là on n'est pas spécialement revenu dedans, mais si on a des pullbacks, c'est une très bonne zone de localisation. Par contre, attention, comme je dis, on est proche d'un niveau de résistance. Donc sur BTC, je pense qu'on aura une direction de marché qui sera claire dans les prochaines heures, voire peut-être demain. Si on commence à break ce niveau par le haut et vraiment s'affranchir des... le niveau clé, c'est les 71 500 $. Qu'on flippe cette zone de résistance en support, très bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance. Par contre, si on commence ici à marquer une structure de top, avec un M-top, hein, comme on est ici, on voit qu'on a notre sommet, notre creux, notre sommet plus bas que le précédent, et ici, le break. Si on fait un pullback sur la ligne de coup, si on a presque fait un pullback sur la ligne de coup, c'est une bonne zone pour chercher des shorts, pour viser la borne basse. Donc, pour le moment, là, c'est là où quelqu'un peut chercher des shorts, d'accord? En général, je conseille vraiment de pas faire de la contre-tendance, c'est compliqué. On est dans une phase où, alors, commencer maintenant à chercher des shorts, c'est pas une bonne idée. Patienter, si on commence à avoir des signaux de retournement, éventuellement, ça peut, avec un risque modéré, ok? C'est-à-dire que, dans ce genre de phase, de toute façon, si vous tradez un range, c'est l'extrémité haute que vous devez short. C'est le seul endroit où vous pouvez vous permettre de short. Maintenant, on ne cherche pas à short n'importe comment, d'accord? On attend cette pattern de retournement, ce signal qui nous montre que, ok, on a un affaiblissement et on a une inversion de notre dynamique. La différence, c'est que là, on avait une divergence baissière. Ok, on voit qu'on fait un sommet plus bas, alors que là, on n'a pas de divergence baissière. Donc, on n'a pas d'affaiblissement ici pour le moment au niveau du momentum. On a toujours un momentum qui est bullish. Donc, on est dans une phase où, voilà, comme je dis, si vous cherchez des longues, moi, j'attendrai personnellement le break et le pullback, ok. Sauf si on a un retracement et qu'on vient chercher par exemple le tunnel 1 heure, le tunnel 4 heures, ça peut être des bonnes zones de localisation. Par contre, si on commence à structurer cette structure-là, break le tunnel 15 minutes, on fait un pullback, ici, c'est une bonne zone pour pourquoi pas chercher des shorts avec bien entendu un TP sur l'extrémité opposée. Ce qui nous donnera un risk reward sur du 3-4 pour 1. Alors je suis pas du tout bearish, c'est pas mon scénario numéro 1, maintenant il faut s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne, bien entendu. Par contre, quand vous faites comme ça, c'est pas spécialement de la contre-tendance en 4 heures vu qu'on est dans un range, mais sur une dynamique de fond qui est haussière, sur un niveau de résistance qui a autant fait office de fois résistance, chercher ici des shorts, ça peut être compliqué, donc faut compenser. En fait, faire de la contre-tendance, c'est pas impossible.
Moi, souvent, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que vous avez plus de chances d'être rentable en faisant de la prolongement d'une continuation, parce qu'une tendance se prolonge plusieurs fois, d'accord? Donc, vaut mieux toujours se dire, ok, cette tendance va continuer. À un moment, c'est sûr, elle va break, ok? Bah, là, on prend d'autres pertes. Mais si on a profité de ce mouvement-là, profitez également de ce mouvement-là. Même pas, on n'a pas besoin de profiter de tous les mouvements. Même déjà, si on profite d'un mouvement, si vous avez un risque de 2 pour 1, 3 pour 1, vous pouvez vous prendre une perte, vous serez rentable sur le mouvement. D'accord? Par contre, si vous faites de la contre-tendance, c'est-à-dire que vous, si vous faites de la contre-tendance, votre but, c'est, hop, globalement, de shorter ici et prendre des profits ici. Votre taux de win rate sera beaucoup plus faible que quelqu'un qui trade dans le sens de la tendance. Donc, faut compenser de l'autre côté avec un bon risque reward, parce que vous êtes en mode contrarien. Vous mettez, vous êtes seul contre tout le monde, hein, j'ai envie de dire ça. Quand je dis vous êtes seul contre tout le monde, c'est, voilà, vous n'êtes pas dans le sens de la tendance, d'accord? Donc, vous tradez contre le flux, c'est beaucoup plus compliqué. Vous êtes contrarien, et automatiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez beaucoup plus souvent avoir tort que raison. Et alors, on peut trader la tendance et avoir plus souvent tort que raison, c'est-à-dire avoir un setup qui tourne à 40% de win rate, c'est possible. Maintenant, ici, si vous avez un win rate faible, il faut que ça compense de l'autre côté avec un risk reward intéressant. C'est-à-dire, au vu des risques que vous prenez, si vous avez un risk reward de 1 pour 1, voire même 2 pour 1, je trouve pas ça pertinent, aller chercher du 3, 4 pour 1, d'accord? Ce qu'il faut, c'est, quand vous gagnez, vous compensez les précédentes pertes. Parce que, admettons que vous tradez à contre-tendance et vous avez le top, si vous gérez bien votre trade management, c'est-à-dire toute la durée du trade, vous le gérez bien, vous coupez pas vos gains trop rapidement, c'est souvent l'erreur qui est faite par beaucoup de débutants, que ce soit en tendance ou même à contre-tendance, c'est de couper les gains trop rapidement. C'est-à-dire qu'ils sont légèrement en gain, hop, ça compense la perte qu'ils ont fait juste avant, ils disent ok bah c'est bon, je clôture ma position, comme ça j'ai compensé, j'ai rattrapé, hein, je me suis refait, on l'entend souvent ce mot, je vais me refaire, etc. Non, c'est pas la bonne manière d'agir, d'accord? Ayez un bon trade management et laissez courir vos gains. Alors attention, faut pas non plus avoir des targets irréalistes où on va se retourner avant, bien entendu, mais voilà, laissez courir vos gains pour que, par exemple, vous ayez avec un gain, vous compensez 3-4 pertes, d'accord? C'est possible si vous avez une bonne gestion de votre risque et un bon risk reward. Donc voilà, je ne pense pas prendre ce trade parce que comme je dis, je suis pas à l'aise de shorter le marché avec on va dire l'analyse, enfin la technique qui est actuellement sur le marché, les charts qu'on a, on a de l'inflow sur les ETF, on attend la news sur quand sera déployé les ETF spot sur Ether. Pour moi, c'est compliqué de shorter le marché là, à moins que j'ai vraiment une bonne confirmation et quelque chose qui me, alors je vais pas dire il m'influence, mais dans le sens où, voilà, il faut que j'ai une conviction forte là pour chercher des shorts, même si techniquement on est sur une zone de résistance et on pourrait prendre des shorts, mais pour le moment c'est beaucoup trop tôt. Donc soit vraiment j'ai une bonne zone de distribution ici avec un break, voilà, quelque chose qui me montre que, alors pas aussi longtemps, mais ce que je veux faire comprendre c'est, il me faut quelque chose qui nous inverse notre dynamique et l'idéal, ça serait ce genre de pattern de retournement. Mais je serais pas fan de prendre des shorts ici, surtout que j'ai des positions longues sur des altcoins, et voilà, c'est toujours compliqué de, par exemple, short le BTC, et de l'autre côté, long des altcoins, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour moi, ici, on est dans une phase où quelqu'un qui voudrait prendre des shorts, pourquoi pas, mais c'est pas la meilleure chose à faire, selon moi. Après, chacun son profil là-dessus, on est bien entendu tous différents. Donc voilà, BTC, gros niveau clé, on est actuellement dessus. Donc ça c'est pour BTC, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. Au niveau de l'order flow, c'est vrai que c'est assez intéressant ce qu'on a là. On a un prix qui est en hausse avec un open interest ici qui est en hausse, d'accord, on le voit bien. Voilà. Sur l'open interest, on a des creux des sommets de plus en plus haut, c'est-à-dire qu'on a de l'ouverture de position, et dans une dynamique qui est haussière, ici en 4 heures, on a une bonne dynamique qui est haussière, c'est ce qu'on veut. Ça nous montre que on a un soutien, d'accord, au niveau de l'open interest, puisque l'open interest, c'est le total des positions ouvertes, ça soit des shorts comme des longues, et dans une dynamique haussière, ce qu'on veut, c'est un open interest qui monte, c'est-à-dire qu'on a du soutien. Si dans une dynamique haussière, on a un open interest qui baisse, c'est-à-dire qu'on a des clôtures de position. Donc on peut voir ça comme des longues qui prennent des profits. Donc on a un ralentissement au niveau de notre tendance. Alors bien sûr, dans une dynamique comme haussière comme ça, on a également des shorts qui s'ouvrent. Le problème, c'est un short qui s'ouvre dans une dynamique haussière, il a la tête sous l'eau, c'est-à-dire tous les shorts qui sont rentrés ici, ils ont actuellement la tête sous l'eau. Les shorts qui ont la tête sous l'eau, c'est des futurs acheteurs, d'accord? Parce que un vendeur, quand il rachète sa position, quand il clôture sa position, il rachète sa position. Et ça, c'est bullish. Donc, plus il y a de shorts qui s'ouvrent dans une dynamique haussière, plus on crée de la liquidité au nord, tout simplement. Voilà pour BTC, rien d'autre à ajouter de plus. Ether,
je vous disais, j'aime bien ce qu'il nous fait actuellement, puisque on était au niveau de nos tunnels d'une heure, on a une bonne réaction, on était dans un range, on a break ce range par le haut avec une bonne bougie, une bonne impulsion ici, et on a fait actuellement un pullback au niveau de notre ligne de coût, notre niveau de support. Alors voilà, un niveau de support, c'est jamais au dollar près, hein, c'est jamais un trait, d'accord, c'est une zone de localisation. On est revenu chercher ce niveau-là. Au niveau du tunnel 15 minutes, on a fait un pullback dedans. Pour le moment, on a une bonne réaction du marché. En tout cas, je ne chercherai pas des shorts actuellement sur Ether au vu de la sortie de ce range-là. On est revenu chercher quel niveau? On est peut-être revenu chercher les 0,118. Ouais, on a réagi vers les 0,118. On voit qu'il n'y a pas trop d'amplitude sur Ether pour se positionner, c'est-à-dire on arrive rapidement sur résistance, mais actuellement on est plutôt sur un niveau de support que sur une zone de résistance. Ce qu'il faut pas, c'est dans cette zone de rechargement de short commencer à se faire rejeter. Pour le moment, on est juste sur un rebond en V-top, ok, on est juste sur un pullback. Dites-vous, c'est des probabilités encore une fois, mais quand on a un range comme ça, on break, on a un retracement, il y a plus de chances d'avoir une réaction que boum, tout break, d'accord. Souvent, ce genre de réaction en V-top sont amenés à être testées pour transformer ça au moins en M-top. Là, ok, on aurait, pourquoi pas, une structure de top, on inverserait notre dynamique. Pour le moment, c'est pas le cas. Sur Ether, très bonne zone de localisation au niveau du tunnel 15 minutes, qui redevient, qui repart à la hausse, d'accord, qui était bien vertical, ça nous montrait tout simplement qu'on était dans une phase de range. On retrouve un tunnel 15 minutes vertical, on peut chercher des longues, donc je peux chercher à se positionner dans cette zone de localisation. BTC c'est bon, Ether on a vu, je voulais faire un point sur Total 3. Hop là. Donc Total 3, on est sur un niveau de résistance, par contre si on s'affranchit de ce niveau, les 700 milliards ici de capitalisation, on n'aura pas de mal selon moi à faire un nouvel ATH, la dynamique de fond est haussière, on a des moyens immobiliers qui sont bien orientés à la hausse, okay. Au niveau de notre tunnel daily, on a une bonne réaction. Ici, on a structuré une pattern de retournement, type structure en W. On a eu notre pullback sur la ligne de coup. Pour le moment, on est sur un niveau de localisation qui fait office de résistance, c'est normal. On voit qu'on a une bonne confluence entre ligne de coup de cette pattern de top, plus 0,118 de Fibo. C'est normal qu'on galère à passer, d'accord, c'est un niveau de résistance. Par contre, si on passe ce niveau-là, pour moi ensuite c'est direction un nouveau sommet, puisqu'on n'aura pas grand-chose qui fera office de résistance. Je peux mettre des extensions d'ailleurs, si on fait un nouveau sommet, voir ce que ça nous donne. Ça nous donnera une target entre les 108 100% d'extension, ce qui nous donnerait un prix entre les 931 milliards et les 1000 milliards de capitalisation boursière. On serait peut-être proche d'un nouvel ATH. Ouais, on serait pas loin. Donc pareil pour le moment au niveau du Total 3, c'est plutôt bullish. Les altcoins. Alors, les altcoins qui sont fortes. Donc aujourd'hui on a ING qui sort du lot, ING qui sort du lot depuis le début de semaine. On voit qu'on est à plus 15% depuis le début de semaine. On a Tao également qui redevient assez encourageant. On va regarder ces deux charts. Alors j'avais parlé de BNB. BNB il poursuit sa dynamique haussière. Là où pareil, moi je suis toujours en position. Attention à ne pas couper on va dire là je me parle à moi. Attention à ne pas couper les gains trop rapidement. D'accord. On est sorti d'un gros niveau. Ok. Actuellement je suis sur un 2 pour 1. Alors j'avais mis mon TP où j'ai pas un TP ici. Hein. J'ai un TP à 3 pour 1. Tac. J'ai un TP ici à 3 pour 740 $. Voilà, on approche de ce TP là. Attention à pas clôturer les gains trop rapidement. Donc là, comme je dis, je me parle à moi, souvent l'erreur, c'est, là on est proche de mon TP, mais voilà, c'est sur une première poussée, une seconde, on est sur du 2 pour 1, 1,5 pour 1, et on se dit, ah non, je clôture ma position. Non, pour moi, mon TP, il est fixe, 740 $, à moins qu'on arrive proche de ce TP là, qu'on ait une petite pattern de retournement, là je prendrai mes profits parce que je suis pas à ça près, alors que j'ai une invalidation au niveau de ma dynamique, mais pour le moment, voilà, on laisse courir les gains, et prochaine target 740 $, d'ailleurs comme j'ai dit, il a fait un nouvel ATH. Ça c'est pour BNB. On a également ING qui redevient forte, alors pas encore, mais on est sur un niveau important. Si on break ce tunnel daily, on a une prochaine zone quand même qui fera bien office de résistance, c'est au niveau des 32 $, mais on pourrait rapidement y aller. On serait sur une hausse de plus 15% à peu près. C'est vrai que ING est forte ces derniers jours, maintenant c'est compliqué selon moi de rentrer en position sur ING, bien que voilà, sur l'intraday on avait un magnifique pullback ici, mais on voit que
vu qu'elle était faible, mais très faible, ces dernières semaines, carrément on a break le tunnel daily, alors que voilà, sur des altcoins comme BNB, c'est assez rare, hein. Des altcoins fortes, logiquement, voilà, on est largement au-dessus du tunnel daily, alors que NJ on l'a break. Ce qui nous montre que ces dernières semaines, elle était beaucoup plus faible. C'est pour ça que Weird devient forte. On le voit, hein, sur la semaine, elle est à plus 15%. Voilà, sur le mois, elle est à plus 15% également. Donc, Weird devient forte, mais c'est là où on a pas mal de zones de résistance compliquées de rentrer en position. Je préfère me concentrer sur des altcoins qui sont vraiment fortes, comme BNB, où elle était forte, elle a toujours été forte, et elle continue à être forte. Que INJ, elle a été forte très très longtemps, très 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 longtemps. Je me rappelle, hein, INJ, j'en parlais ici à 3 dollars. Hein. J'avais fait une vidéo sur INJ où la charte elle était magnifique. Et elle a été très longtemps forte. Et là, elle est devenue quand même assez faible sur les dernières semaines. Moins 60%, on a break le tunnel daily. Mais là, elle redevient forte. Par contre, si on s'affranchit des 32 dollars, prochaine target après, c'est le haut de range. Réintégration d'un range comme ça, aller chercher la borne opposée, 43 dollars. On a Tao qui est pas mal également. Alors, je vais essayer d'aller chercher une meilleure charte. Tao dans une très bonne zone de localisation. On est au niveau de notre tunnel daily. Si je mets ici un Fibo, hop, bon, je peux prendre ce niveau-là. On n'est pas revenu spécialement chercher notre zone de rechargement au niveau des 0,118, ça aurait été une bonne zone, mais pour le moment, on maintient ces moyennes mobiles à la hausse, ça veut dire qu'on a quand même une tendance de fond qui est bien haussière, on défend des creux de plus en plus haut, on voit bien que les creux majeurs ici sont de plus en plus haut, et ici on essaye, alors on a eu cette pattern qui a été très intéressante, hop, je vais enlever ça, pattern très intéressante ici, de retournement. Et là, actuellement, ouais, on voit qu'on a poussé ici à la divergence haussière. Je le vois. Ouais, je le vois bien. Affaiblissement vendeur, pattern de retournement. On rentre dans une phase de range ici, vu qu'on voit que le tunnel 4 heures, il était bien orienté à la baisse. Il faisait office de résistance. On est repassé au-dessus, là, on le repasse au-dessus. Et c'est là où les moyennes mobiles qu'on rentre dans un range, ils sont beaucoup moins pertinentes. C'est-à-dire que là, ça se short. Ici, il peut y avoir un setup de short s'il y a quelque chose, parce que on est dedans, d'accord? Bon, quand on commence à passer au-dessus, en dessous, on voit qu'on commence à être plat. Des moyennes mobiles plates dans un range, ça s'utilise beaucoup moins. Par contre, ouais, Tao, très bonne zone de localisation quand même sur du long terme. On a fait quand même un moins 50%, du coup on a à peu près un x2 au niveau de l'ATH, plus 80%, j'ai pas pris le point le plus bas. Très bonne zone de localisation sur du long terme, sur Tao, même si moi sur du long terme, vous savez, j'aime bien rentrer dans la zone de rechargement longue entre les 0,118 et 0,786. Donc c'est les altcoins à surveiller en ce moment. Comme je l'ai dit, Kaspa, BNB, INJ, Uni, voilà, c'est les altcoins les plus fortes. Kaspa aussi car aujourd'hui elle a moins performé si je dis pas de bêtises. Ouais, on est dans une phase de latéralisation. Dans le tunnel 15 minutes, très bonne zone de localisation, vous vous souvenez, hein, c'est ce que je vous disais. Bon, dommage, on n'a pas eu une confluence avec un point pivot daily, mais voilà, ce que je vous disais de surveiller ces derniers jours. Lorsqu'on fait un pullback dans le tunnel 15 minutes, c'est une bonne zone de localisation. Après, est-ce que vous allez avoir des setups? Est-ce que ça vous le va en fonction de vos conditions d'entrée. Mais Kaspa, c'est une altcoin qui est forte et on la privilégie pour faire de la continuation de tendance. J'ai terminé, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. On a vu BTC, Ether, on a vu les altcoins. Alors les commentaires du jour, je les ai mis ici. Alors les questions, salut petite question, que penses-tu de short le BTC avec un levier x2? Si le BTC atteint 120 000, 130 000 dollars, cela voudrait dire qu'il faut que le BTC atteigne 250 000 dollars pour se faire liquider, donc un risque plutôt élevé. Alors déjà, si tu utilises un effet de levier x2 à 120 000 dollars, ton prix de liquidation ne sera pas de 250 000 dollars. Un effet de levier x2, pour te faire liquider, il faut une variation d'à peu près 50%. Ok. Comment tu calcules ça? Pour calculer grosso modo quel est ton seuil de liquidation, tu prends l'effet de levier que tu utilises, tu fais fois le pourcentage et tu dois avoir 100 ici. Donc là, effet de levier x2 fois 50%, ça me donne 100. Si j'utilise un effet de levier x 10, ok, si j'ai une variation de 10%, je suis liquidé. Ici, si j'ai un fois, c'est égal à 100. Alors c'est à peu près, en général sur les exchanges, ça sera un peu moins de 10%. Ça sera du 9%, 9,5%. Ils attendent jamais de 10% pour vous liquider. Ça dépend des exchanges, ça dépend également de l'effet de levier, etc., etc. Si vous utilisez un effet de levier, par exemple, fois 5, il faudra une variation de 20% pour se faire liquider. Donc là, si tu utilises un effet de levier x2 à 120 000 dollars, donc là, ton but du message, c'est globalement, je chope le top sur BTC et j'en profite pendant tout le bear market. Déjà, tu auras une zone d'invalidation au niveau des
180 000 $. Voilà, on est ici sur un 50%. Et là, tu me dis, le risk reward est plutôt élevé. Donc là, si je vais chercher du 2 pour 1, ça me donne un BTC à 0 pile poil. Est-ce que c'est intéressant de shorter comme ça? Selon moi, absolument pas. Après, ça dépend ce que tu estimes un risk reward élevé. Et moi, quand je trade, ce que je recommande à tout le monde, d'accord, c'est d'avoir minimum un risk reward de 2 pour 1 lorsque vous rentrez en position. Sauf que là, on est sur un risk reward de 2 pour 1. Est-ce que c'est une target qui est réaliste? Absolument pas. D'accord? Ici, on n'est pas sur une target réaliste. Donc, je pense que, comment t'avais vu, alors là, en plus, je suis même pas, de base, tu m'avais dit 250 000 $. Si je me mets à 250 000 $, j'ai un risk reward de 1 pour 1. C'est pas du tout intéressant de shorter de cette manière-là. D'accord? Parce que là, déjà, tu te projettes en te disant, ok, je vais essayer de chercher le top de marché. Si tu chasses le top, il y a peu de chances que tu le chopes et tu vas vraiment brûler des comptes et des comptes à le choper parce que tu vas te faire liquider en boucle, parce qu'on peut aller à 120 000 $, on peut pousser plus loin et poser un top, et bien entendu, mais rien nous dit qu'on va aller chercher 120 000 $ et rien nous dit que si on va le chercher, on va pas continuer à aller plus haut. Donc selon moi, comme ça, se dire j'essaye de timer le top de marché, c'est pas une bonne idée, d'accord? Patienter à la limite qu'on a une phase de consolidation, hop, au niveau des 120 000 $, une structure de top qui se dessine, et là pourquoi pas rentrer avec une zone d'invalidation au-dessus de la structure, et pas de se dire j'utilise un effet de levier, et du coup ma liquidation c'est ma zone d'invalidation. Non, quand vous tradez, votre zone d'invalidation, c'est un stop loss qu'on utilise, c'est sur un niveau clair, à partir du moment où vous décidez que votre trade est invalidé. Si vous tradez une structure, au-dessus de la structure, si vous tradez une zone de support, sous la zone de support, ok, mais en aucun cas on se dit, ma zone d'invalidation, c'est mon niveau de liquidation qui est déterminé par la plateforme et par l'effet de levier que je vais utiliser. Donc je ne pense pas que c'est une bonne idée de trader de cette manière-là. Salut pour la petite question, comment affirmer qu'il y a une divergence haussière baissière sur le MACD par exemple? Et merci pour la vidéo. Alors, une divergence baissière, c'est un affaiblissement acheteur-vendeur. Donc le MACD est calculé avec des moyennes mobiles, d'accord? Donc tout simplement, c'est un indicateur qui est calculé en fonction de l'évolution du prix, d'accord? C'est grâce au prix. Donc on a des indicateurs qui sont calculés en fonction du volume, on a des indicateurs qui sont calculés en fonction du prix, etc., etc. Ici, le MACD, on est sur un indicateur qui est calculé en fonction du prix, d'accord? Avec des moyennes mobiles, tout simplement. Et on a ici un histogramme, on a du coup des divergences qu'on appelle des divergences haussières ou baissières. Une divergence haussière, ça nous indique un affaiblissement vendeur. Une divergence baissière, ça nous indique un affaiblissement acheteur. Ici, par exemple, j'ai une divergence haussière. Pourquoi? Parce qu'on diverge entre ce que fait le prix et ce que fait l'indicateur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose. Ici, par exemple, on voit qu'on fait la même chose entre ces deux niveaux. On a ici un creux, ici un creux plus haut. Ici un creux, ici un creux plus haut. À cet endroit-là, par contre, on a un creux plus bas, et ici, un creux plus haut. Là, on a une divergence, là, on a une convergence. Donc là, on peut insinuer, comme quoi on doit tout simplement, à ce niveau-là, un affaiblissement au niveau des vendeurs, vu que c'est une divergence haussière. Par contre, cette divergence haussière ne se valide pas n'importe comment et n'importe quand. Parce que à ce niveau-là, si je me mets en mode replay, à ce niveau-là, tu ne sais pas si tu as une divergence haussière. Tu as une divergence haussière potentielle, mais si on fait ça, tu peux faire ça sur le MACD. Et là, il n'y a plus de divergence haussière. Donc ta divergence haussière se valide à partir du moment où on valide une structure en W sur le MACD. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est tu prends tes deux creux, tu prends le milieu, donc l'intermédiaire, ici ton sommet. Dès qu'on repasse au-dessus de ce niveau-là, ta divergence haussière est validée. Donc globalement, dès qu'on repasse à ce niveau-là, à partir du samedi 4 mai. Et c'est la même chose pour une divergence baissière. Par exemple, je vais prendre un exemple. Est-ce que j'ai une divergence baissière quelque part? Ok, j'ai une divergence baissière ici. Là, on fait un sommet plus haut. Ici, on fait un sommet plus bas. Tu prends le point le plus bas entre ces deux-là, il est ici. Dès qu'on passe sous ce niveau-là, la divergence baissière est validée. Ok. Voilà, tout simplement, quand on valide des divergences haussières baissières, ça marche pour les MACD, ça marche également pour le RSI. Ici, je prends mon niveau. Et dès que j'ai déterminé une divergence baissière, je veux un break de l'intermédiaire. Par exemple, si ici, ma divergence baissière, allez, là, je veux un break de ce niveau-là, le creux entre les deux, pour confirmer que ma divergence est bien validée. Voilà, j'ai répondu aux questions, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur le BTC, j'ai rien d'autre à ajouter. Si vous voulez vous former et aller plus loin, j'ai un programme complet qui vous permettra d'être rentable, de développer votre stratégie de trading et d'avoir les résultats que vous attendez. Ok, 74 leçons, plus de 25 heures de vidéos qui vous permettront de maîtriser l'analyse technique, maîtriser l'order flow, avoir un bon money management,
maîtriser l'analyse multi-time frame, bien gérer votre psychologie, votre gestion du risque. Je vous présente également mes setups, je vous explique comment trader en range, comment trader en tendance. Vous avez également un coaching, l'accès à un groupe privé de tous les traders qui ont suivi le programme. Vous pouvez dedans partager vos setups, vos trades, vous pouvez discuter, poser des questions. Je vous réponds et d'autres personnes également vous répondent. C'est un programme qui vous permettra clairement de vous améliorer et, comme je dis, de développer une stratégie de trading rentable. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.